Bienvenue sur ce nouveau webinaire qui vous est offert par Rose Up Association. Donc, je vais prendre quelques minutes pour présenter l'association pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, Rose Up est une association qui informe, accompagne et défend les droits des femmes touchées par tout type de cancer. Alors, c'est vrai que là, on est en plein octobre rose et c'est vrai que de par notre nom, on nous associe souvent au cancer du sein, mais en fait, on s'occupe des cancers qui touchent les femmes, pas seulement les cancers féminins, d'ailleurs, tous les types de cancers qui peuvent toucher les femmes. Donc, je tiens à le préciser. Donc nous vous informons via le Rose Magazine, c'est souvent comme ça d'ailleurs que vous nous connaissez, qui est distribué gratuitement dans les services d'oncologie, mais que vous pouvez également recevoir directement chez vous en adhérant à notre association. D'ailleurs, le dernier numéro va bientôt sortir. Il devrait arriver dans vos boîtes aux lettres normalement à la fin du mois. Vous avez découvert la couverture sur nos réseaux sociaux. Donc c'est à l'été avec un seul sein. Voilà, c'est une couverture assez choc comme on a l'habitude de le faire chez Rose Magazine. Évidemment, deux magazines, donc il y a deux magazines par an. Évidemment, ça ne suffit pas pour suivre l'actualité en cancérologie. Donc nous avons notre site internet rose-up.fr où vous pouvez retrouver tous les articles du magazine et des articles exclusifs que nous mettons à jour régulièrement. Nous vous accompagnons via nos maisons Rose Up à Paris et à Bordeaux et ma maison Rose Up qui est une maison Rose Up en ligne où nous vous proposons des soins de support. Donc ça peut être de la socio-esthétique, de la socio-coiffure, de l'activité physique adaptée, de la nutrition. Voilà, tout un panel de soins de support. Et nous défendons également vos droits au travers de plaidoyers puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patients agréée par le ministère de la Santé. Évidemment, pour assurer ces trois missions, nous avons besoin de vous. Donc, vous pouvez adhérer à notre association, c'est 30 euros par an. Ça vous donne accès à tous les ateliers qui sont proposés par nos maisons Rose Up. Vous recevez directement chez vous, comme je l'ai dit, le magazine et vous nous aidez également dans nos actions de plaidoyer. Je me présente, j'ai oublié de me présenter, je suis Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique, car scientifique de formation, et je suis la rédactrice en chef également du site internet. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va parler de signature génomique dans le cancer du sein, et pour ça, j'ai avec moi le professeur Deluche. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, je suis professeure Élise Deluche, je suis oncologue médicale et chef de service au CHU de Limoges et je suis spécialisée dans les cancers de la femme au sens large parce que je fais effectivement beaucoup de prise en charge du cancer du sein, mais aussi de cancer gynécologique. Très bien. Alors pour celles qui participent via Zoom, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via l'onglet Q&R qui est en bas de votre écran. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'une consultation médicale, donc on répondra aux questions qui sont assez larges sur les signatures génomiques, mais on ne pourra pas répondre à des cas particuliers. Voilà. En tout cas, j'essaierai de le faire au maximum, mais voilà, ce n'est pas une consultation médicale. Je tenais aussi à le préciser. Alors pour commencer, dans le cancer du sein, comme dans la plupart des cancers, le traitement de référence, c'est un peu la chirurgie. Et il peut arriver qu'après une chirurgie, on administre une chimiothérapie qu'on va appeler adjuvante parce que après la chirurgie. Pourquoi il y a des cas où on va proposer, administrer cette chimiothérapie après une chirurgie et dans certains cas, ce n'est pas nécessaire. Alors, pour définir en fait l'indication de chimiothérapie, c'est-à-dire ce qui est important de se dire, le premier point peut-être, c'est que tout est décidé en réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire il n'y a jamais un médecin tout seul qui décide d'une indication ou pas, parce que ce soit pour la chirurgie ou les autres traitements, c'est assez complexe. Donc, dans le webinaire, forcément, on simplifie les choses, mais c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, on donne, on va dire, des grandes lignes, et c'est pour ça aussi qu'on ne répond pas aux questions, parce que souvent, c'est un peu plus fin que les grandes idées qu'on peut donner dans le webinaire, mais en tout cas, l'idée générale, c'est que une fois qu'on a opéré les patientes, on va se poser la question de quel est le risque que la maladie puisse revenir pour une patiente. Et ce risque de récidive, il va passer par, entre autres, le fait qu'on se pose la question de est-ce qu'il y a des cellules résiduelles qui peuvent rester. Donc, ce n'est pas l'objet du sujet, mais il y a la radiothérapie, entre autres, qui peuvent être utilisées dans cette optique, en fait, de détruire les microcellules qui n'ont pas été enlevées par la chirurgie. Et pour ce qui concerne la chimiothérapie ou l'hormonothérapie, c'est de se dire que probablement sur le sein ou dans les ganglions ou dans le sang, il peut rester des petites cellules résiduelles qu'on n'est pas forcément capable de détecter sur l'imagerie, même la plus perfectionnée qui est le TEP scan. Et
qu'on va calculer ce risque qu'il y ait des cellules cancéreuses qui pourront redonner des cellules. Et c'est sur ces indications-là, en fait, qu'on va définir le risque de récidive. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous entendez peut-être parler d'ADN circulant, de biopsie liquide. C'est un peu pour répondre à cette question, c'est est-ce qu'on est capable d'aller au plus fin pour essayer de détecter ces cellules et donc de détecter après les indications qu'on pourrait dans le futur définir. Donc, pour l'instant, on va se baser sur différents critères qu'on va, je pense, revoir au fur et à mesure du webinaire. Mais l'idée, voilà, c'est la détection de ces microcellules circulantes qui pourront donner un risque de récidive et c'est sur ce risque qu'on évalue qu'on va décider de l'indication de chimiothérapie. Alors d'ailleurs, j'en profite, ça me fait une bonne transition. On a fait un webinaire sur la biopsie liquide il y a 1 ou 2 semaines avec l'hôpital américain de Paris. Il est en replay sur notre chaîne YouTube. Donc si vous voulez vous renseigner sur justement tout ce qui va être possible grâce à la biopsie liquide, n'hésitez pas à aller voir ce replay. Euh, et alors du coup, pour revenir aux critères qui vous permettent de savoir, d'évaluer ce risque, actuellement, quels critères vous utilisez pour savoir si justement il serait utile d'administrer une chimiothérapie? Alors, il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en ligne de compte. L'élément important aussi à comprendre, c'est que ces paramètres ont beaucoup changé au cours du temps. Mhm. C'est-à-dire que les paramètres que je vais vous donner là n'étaient pas forcément les paramètres d'il y a 5 ans ou 10 ans et seront peut-être pas les mêmes paramètres que dans le futur. Donc, c'est vraiment un instant T. Donc, en gros, les paramètres, ils vont concerner la patiente et la tumeur de la patiente. La patiente, eh ben, on va prendre en considération son âge. On verra après pour les signatures, il y a des critères d'âge qui fait qu'on peut plus ou moins avoir accès à des informations en plus, mais ça va aussi définir les indications de traitement. Est-ce que la patiente a des traitements ou des antécédents qui peuvent modifier la manière dont on va percevoir l'indication de chimiothérapie? Parce qu'en fait, parfois, on peut se dire qu'il y a une indication de chimiothérapie, mais la personne n'est pas capable de le recevoir du fait de contre-indication. Donc finalement, on ne retient pas l'indication de chimiothérapie, non pas parce qu'elle n'en a pas vraiment besoin, mais parce que la balance bénéfice-risque fait que ce n'est pas pertinent de lui proposer. On va tenir compte de l'évolution de la maladie, c'est-à-dire est-ce que la tumeur est petite ou grosse, est-ce qu'il y a des ganglions atteints ou pas, est-ce qu'il y a des métastases ou pas, puisque aujourd'hui, pour les patients qui ont des cancers du sein, ben, les traitements sont très différents si on a ou pas des métastases. Et puis après, quand on va regarder vraiment le détail de la tumeur, on va regarder, alors là c'est là où commencent les noms un peu barbares, je suis désolée, il y a le grade de la tumeur, c'est-à-dire en gros, est-ce que la tumeur va proliférer rapidement ou pas. Pour rappeler le principe de la chimiothérapie, c'est que la chimiothérapie, elle va bien détruire les cellules qui vont proliférer rapidement. Donc, si on a une tumeur dont on a des marqueurs qui vont montrer qu'elle prolifère lentement, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de chimiothérapie. Ça veut dire que le bénéfice, c'est peut-être moins évident que pour une patiente pour laquelle les indices de prolifération du cancer sont présents. Donc ça rentre en ligne de compte. Quand on regarde les comptes rendus, il ne faut pas se dire, ah ben tiens, ma tumeur prolifère pas beaucoup, donc j'ai pas d'indication de chimio. C'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même des éléments à prendre en compte. Ensuite, on va regarder, quand on a opéré, est-ce qu'on a opéré ce qu'on appelle en marge saine ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on a enlevé tout le cancer ou est-ce qu'on n'a pas enlevé tout le cancer, parce que ce n'est pas tout à fait le même raisonnement. Et puis, on va regarder les fameux biomarqueurs que probablement maintenant quasiment tout le monde connaît, ces trois récepteurs, Ouais. les récepteurs aux hormones, œstrogènes et progestérone, les récepteurs HER2, qui est une petite protéine qu'on trouve sur la tumeur. Alors, pourquoi on les regarde? Parce que si je prends par exemple l'exemple des tumeurs qui expriment le récepteur HER2, on sait d'emblée que ces patients vont avoir une chimiothérapie, non pas parce que c'est une maladie plus grave, mais parce que pour bénéficier des traitements les plus performants, c'est forcément associé à la chimiothérapie, et donc c'est forcément une indication de traitement. D'accord. Donc, voilà, en fonction des différentes caractéristiques, on va définir les indications de chimiothérapie. Et ce qui est important aussi, je pense, d'insister, c'est que la notion de chimiothérapie, c'est pas toujours corrélé à la gravité de la maladie. Mhm. Parce que parfois, on se dit, bah, j'ai de la chimiothérapie, donc c'est plus grave. C'est pas toujours évident. Bon, c'est pas le sujet ici, mais parfois, il faut aussi des traitements pour faciliter l'intervention chirurgicale. Donc, c'est pas une notion de gravité, mais c'est aussi pour aider le geste chirurgical. Donc, en fait, il y a des paramètres, donc vous avez compris, pour la patiente, Mhm. des paramètres qui concernent la tumeur. Il y en a d'autres qui sont pris en compte, mais qui sont un peu plus faibles, on va dire, en signaux. C'est est-ce qu'on a des emboles, c'est-à-dire autour de la tumeur, on peut voir des petites cellules en fait qui vont commencer à aller dans les vaisseaux. Et ça, c'est des marqueurs qui peuvent prédire le risque que la maladie puisse aller ailleurs. Donc voilà, il y a différents paramètres qu'on prend en ligne de compte. Et puis bien sûr, il y aura les signatures génomiques qui vont nous aider. Mais on va dire, c'est vraiment les critères les plus classiques, les plus connus, qui vont nous aider déjà à avoir une idée de si on fait ou pas la chimiothérapie.
Et du coup, ces critères que vous avez exposés très bien là, est-ce qu'ils permettent toujours de justement déterminer si on va avoir un bénéfice ou non de la chimiothérapie? Donc on ne parle pas encore des signatures génomiques. Sur les seuls critères que vous venez de décrire sur le patient, la patiente et sa tumeur, est-ce que c'est toujours très clair pour vous en tant qu'oncologue de décider si on a recours ou pas à la chimiothérapie? Alors, c'est pas toujours évident et en fait, ces paramètres, il faut distinguer deux choses. On va évaluer le pronostic des patientes avec la chimiothérapie, mais ça va pas nous prédire la réponse à la chimiothérapie. C'est-à-dire, quand on a une tumeur qui exprime les hormones, on sait que c'est prédictif de la réponse à l'hormonothérapie. C'est-à-dire que si on a des récepteurs aux hormones, on doit répondre normalement à l'hormonothérapie. Si on n'en a pas, ça sert à rien de donner de l'hormonothérapie, si on est très schématique. Et bien, pour la chimiothérapie, on n'a pas ces biomarqueurs qui nous disent je l'ai, donc je suis sûre que la patiente va répondre à la chimiothérapie. Ça, c'est très important parce que ça explique pourquoi on a ce devoir d'information aux patients de dire, je vous fais la chimiothérapie, mais malheureusement, je ne peux pas vous garantir à 100% que ça sera toujours efficace. Et c'est pour ça qu'il y a des patients dont la maladie revient parce que ben, on n'a pas de biomarqueur qui aujourd'hui nous dit, vous avez tel marqueur, c'est sûr que la chimiothérapie sera pertinente et c'est sûr que ça sera efficace. Donc ça, c'est déjà le premier élément de nuance que nous, on a parce qu'en fait, on va se baser sur déjà un pronostic qui est pour la population générale et pas toujours pour une personne en particulier. Et ça ne prédit pas l'efficacité comme d'autres cibles. Et donc, c'est toujours mal fait dans la vie. C'est jamais noir ou blanc. Il y a toujours des zones grises. Donc, il y a des paramètres où on est quasiment sûr que ça n'a pas d'intérêt de faire la chimiothérapie. J'ai dit quasiment parce qu'on n'a jamais de 100%. Il y a des paramètres, on est quasiment sûr que c'est utile de faire la chimiothérapie. Et puis, il y a des zones grises où ben, on va avoir quelques marqueurs qui vont être discordants, où on n'aura pas l'information. Et c'est là où il y a l'intérêt des signatures et de la discussion qu'il va y avoir aussi avec les patients de la balance bénéfice-risque pour l'indication du traitement. Alors, bah, du coup, on va en venir à ces fameuses signatures génomiques qui vont permettre d'éclaircir les choses chez ces femmes qui sont un peu dans cette zone grise-là. C'est quoi ces signatures génomiques? De quoi on parle? Alors, peut-être, je ne l'ai pas dit, mais il faut distinguer trois types on va dire, de cancers. Il y a les Oui. cancers du sang Oui. négatifs, les cancers du sang HUR2 positif et les cancers hormonosensibles. Donc, ils sont en fonction de ces trois marqueurs. Aujourd'hui, on va parler que des cancers hormonosensibles, puisque pour les cancers triple négatifs et les cancers HUR2 positifs, les raisonnements sont différents et il y a beaucoup plus d'indications de chimiothérapie. Donc, tous les paramètres dont je vous ai parlé sont vraiment différents en fonction du type de cancer. Donc là, c'est que pour les cancers hormonosensibles. Voilà. Donc là, on va parler des signatures génomiques qui ont montré leur intérêt que dans cette sous-population de cancers-là, hormonodépendants, comme vous l'avez dit, très bien dit, hein. Il y a trois sous-types de cancer du sein. Je réponds à Béatrice par la même occasion qui me demande si ce webinaire est dédié uniquement au cancer du sein. Oui, pour le moment, les signatures génomiques ne sont que dans le cancer du sein et dans le cancer du sein hormonodépendant, comme vient de le dire très bien le professeur Deluge. Donc, on a trois sous-types. On a le HER2+, donc qui surexprime cette petite protéine dont vous aviez parlé au début du webinaire. Les cancers hormonodépendants qui expriment les récepteurs aux hormones sexuelles, oestrogènes et progestérone, et les triples négatifs qui n'expriment aucun de ces trois marqueurs. Et donc, les signatures génomiques dont on va parler aujourd'hui, pour l'instant, on les utilise seulement pour les femmes qui sont dans cette zone grise et qui ont un cancer hormonodépendant. Juste pour recadrer, vous avez des raisons de faire un point à ce moment-là. Donc, c'est important effectivement On va de. revenir sur les populations qui sont éligibles, mais c'est important de le redire à ce moment-là. Et donc, pour répondre à votre question, donc effectivement, les signatures vont avoir un intérêt uniquement dans la zone grise, en fait. Mhm. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est très important parce que parfois, il y a des amalgames qui sont faits. La signature n'a pour but que de permettre de diminuer l'indication de chimiothérapie. C'est-à-dire, c'est D'accord. pas fait pour augmenter l'indication de traitement. C'est-à-dire que si on est dans la zone grise et que le test dit au risque, normalement, on n'est pas censé upgrader l'indication en fait, de chimiothérapie. C'est-à-dire, c'est plutôt pour se conforter sur l'idée qu'il faudrait désescalader le traitement. Et donc ça, c'est un peu subtil parce que si on fait dans une mauvaise indication la signature, c'est-à-dire, par exemple, la patiente n'a pas d'indication de chimiothérapie parce qu'il y a d'autres facteurs qui répondent clairement qu'il n'y a pas d'indication, mais qu'on fait la signature, aujourd'hui, on ne sait pas bien quel est l'intérêt de faire une chimiothérapie juste sur la base de cette signature. Parce qu'en fait, c'est l'accumulation des paramètres qui nous permettent de répondre à cette question. Et donc,
on va être très embêté. Ce qui veut dire que dans le sens inverse, si la personne a une franche indication de chimiothérapie et qu'on fait la signature qui dit peut-être bas risque, aujourd'hui, normalement, on n'est pas censé désescalader l'indication de chimiothérapie. Donc, Parce que, la, parce que ces signatures génomiques permettent, donc on va revenir concrètement à quoi ça correspond, ces signatures génomiques, mais ça vous permet, ça vous donne un score pour évaluer le risque oui, de récidive, c'est ça? exactement. D'accord. Donc, en Vous fait, avez un score haut ou un score bas voilà, ou parfois intermédiaire, ce qui nous pour rajoute l'intermédiaire. un peu de complexité. Et globalement, les patientes, si on peut essayer de les mettre dans des cases, on va dire, il y a Mhm. celles qui sont à bas risque, donc c'est-à-dire qu'il y a moins de 2% de bénéfices de la chimiothérapie sur la survie globale à 10 ans. Donc, vous voyez, les chiffres sont très faibles hein, quand même pour les indications de traitement. Ça, c'est pour les patients pour lesquels il n'y a pas d'indication de chimiothérapie, Mhm. parce qu'on va juger que la balance bénéfice-risque, quand on regarde les effets secondaires par rapport aux bénéfices attendus à 10 ans, est trop faible. Et puis, il y a les patients qui sont supérieurs à 5% de bénéfices à 10 ans pour qui il y a une indication formelle de chimiothérapie. Donc, on pourrait discuter du seuil, etc., parce que c'est dur pour les patients de se dire que pour 5%, on va enclencher une chimiothérapie. Et puis, il y a le cutoff où on ne sait pas bien, entre 2 et 5%, on voit que la marge est très étroite, et c'est là où les signatures vont apporter un élément supplémentaire. Donc, en fait, les signatures, c'est la deuxième partie de la fusée, si on va dire. Il y a la première Ouais. partie, les critères un peu classiques dont je vous ai parlé avant. Et quand on ne sait pas, on va utiliser la deuxième partie qui est la signature. Et on verra après, parfois, même dans la signature, on n'aura pas les éléments parce que c'est pas toujours binaire. Et puis, quand on est sur la zone limite, ben, il faut quand même discuter. Donc, la troisième étape, c'est la discussion entre les oncologues et les patientes sur qu'est-ce qu'on fait in fine. Et alors, du coup, on va revenir sur ce deuxième niveau de la fusée, comme vous dites. On parle de signatures génomiques, mais c'est quoi ces signatures génomiques? Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on analyse? Alors, génomique est à différencier de génétique, ce qui est parfois un petit peu la confusion qu'il peut y avoir. Les gènes, donc c'est ce qui constitue chaque individu. On a plusieurs gènes qui vont faire notre carte d'identité et on a la même chose qui va faire la carte d'identité de la maladie. Si on schématise, tout ce qui est génétique, c'est qu'on va regarder une ou deux anomalies du gène. Donc, Mhm. si on prend l'exemple le plus connu pour le cancer du sein, c'est la mutation BRCA, c'est-à-dire qu'on a un gène qui s'appelle BRCA, et quand il est modifié, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la conformation attendue, eh il y a plus de risques de développer des cancers du sein. La signature génomique, en fait, c'est ce qu'on appelle le génome, donc c'est un ensemble de gènes qui va être analysé. Et donc, on va le voir, les signatures, elles analysent plusieurs gènes, et c'est la combinaison d'analyse de ces gènes qui va permettre à l'analyse de dire quel est le risque ou pas de récidive. Donc, génétique, en plus, ça peut se transmettre à la famille, Oui. notamment pour la mutation BRCA, donc c'est la génétique. Et la génomique, c'est plus propre à l'individu, et c'est l'analyse de l'ensemble des gènes qui nous donnent des informations sur la tumeur. Et donc, du coup, c'est vous prélevez un bout de la tumeur et vous regardez les gènes qui sont dans la tumeur. C'est pas, comme vous le disiez, c'est pas l'ADN de la personne, c'est l'ADN de sa tumeur qui est analysé. Voilà, et même plus précisément, alors c'est un peu compliqué, je suis désolée, mais euh, on regarde même l'ARN en fait. Donc l'ADN, c'est en fait notre banque de mémoire des gènes, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très stable dans le temps, on ne peut pas le modifier. Alors que l'ARN, schématiquement, c'est ce qui va transmettre l'information du gène pour dire il va falloir coder pour des protéines, c'est-à-dire qu'est-ce qui va activer en fait, in fine, c'est le lien en fait qui va activer les proliférations. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est l'ARN, donc ce lien entre l'ADN et la protéine in fine, et ça s'analyse sur la tumeur. Donc en fait, pour avoir cette information, il faut du prélèvement tumoral. On ne peut pas le faire aujourd'hui sur le sang pour savoir ce qu'il en est. Et donc on va analyser cette tumeur par différentes techniques qui va permettre de répondre à cette problématique. Et donc ça prend un petit peu de temps, une durée qui est assez variable selon le type de signature. Et dès qu'on a les résultats, ça va nous donner en fait un papier qui va nous donner les différentes informations qui caractérisent la tumeur, qui caractérisent le risque de récidive de la maladie. Et in fine, on va pouvoir nous décider de l'indication de traitement. Donc c'est ça les signatures génomiques. Et donc comme j'ai dit, c'est pour essayer de diminuer l'indication de la chimiothérapie, c'est-à-dire le nombre de chimiothérapies qu'on va prescrire aux patientes pour éviter les effets secondaires. Alors, on l'a dit, hein, toutes les femmes ne peuvent pas bénéficier de ces signatures génomiques. On est déjà dans le cadre du cancer hormonodépendant, mais même au sein de ce cancer hormonodépendant, il y a certaines populations pour lesquelles la signature est indiquée et d'autres pas.
C'est ça, exactement. Donc, alors, on va parler que des recommandations en France parce que ça peut varier aussi en fonction de l'Europe, en Mhm. fonction des États-Unis. Donc, s'il y a des personnes connectées qui sont hors Ailleurs. organisation française, ça ne sera pas la même chose et donc les accès ne seront pas tout à fait les mêmes parce que les problèmes de remboursement, etc., ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, on va dire que en France. Donc, c'est l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, qui définit les indications ou pas des signatures. Mhm. Donc, si on essaye à faire à plusieurs niveaux, le premier niveau, donc bien sûr, cancer hormonosensible. Deuxième niveau, c'est en fonction. Alors, l'âge, c'est pas forcément le bon critère, mais en tout cas, ménopausée ou non ménopausée. Donc, ça D'accord. pose des problèmes pour les dames qui sont en périménopause. Ok. Euh, Schématiquement, on prend les cut-offs de 50 ans parce que statistiquement, à partir de 50 ans, on est ménopausé, ce qui pose aussi problème dans les études puisqu'on ne différencie pas toujours l'âge et la ménopause. Mais D'accord. schématiquement, quand on est ménopausé, c'est-à-dire qu'on n'a plus de règles depuis 2 ans, eh bien, aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir un test de signature génomique, on reverra dans le détail après. Chez les patientes qui sont non ménopausées, là, c'est beaucoup, beaucoup plus restrictif. Pourquoi? Parce que je vous ai cité, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'au tout départ, l'âge était un facteur qui nous indiquait en fait les indications de chimiothérapie. Et donc, chez les femmes préménopausées, on va avoir tendance à être beaucoup, beaucoup plus prudent sur la désescalade de la chimiothérapie. Et donc, on sait qu'il y a des recommandations qui sont spécifiques pour les femmes préménopausées. Ensuite, les deux autres paramètres qu'on prend en compte, c'est la taille de la tumeur et l'atteinte au niveau des ganglions. D'accord. Donc, si j'essaie d'être simple, c'est pas toujours évident, schématiquement, chez les femmes qui sont après la ménopause, si la patiente a des atteintes au niveau des ganglions ou une taille tumorale qui est entre 2 et 5 cm, très schématiquement, on est un peu dans cette zone grise et il y aura une indication à poser la signature moléculaire. D'accord. Il y a des paramètres de limitation, parce que c'est jamais aussi simple. À plus de 70 ans, c'est pas possible d'avoir une signature. Pourquoi? Parce qu'on va juger à chaque fois que la balance bénéfice-risque n'est pas en faveur. Mhm. Si on est un homme, on ne peut pas avoir de signature parce qu'on n'a pas assez de données pour avoir l'information de la signature pour les hommes. Si on a un grade de prolifération qui est très élevé, donc on appelle des grades 3, je vous ai dit, c'est une indication d'emblée de chimiothérapie, donc on est exclu des signatures. Si le type de cancer n'est pas le cancer le plus classique, mais des cancers un peu plus rares, cancers mucineux, des cancers voilà, vraiment rares, en fait, pareil, comme on n'a pas assez de données, on ne va pas avoir de signature. Donc globalement, quand on est après la ménopause, qu'on a entre 50 et 70 ans, qu'on a une taille de tumeur qui est supérieure à 2 cm et ou qu'on a des ganglions, on fait partie globalement des personnes pour lesquelles on peut avoir une indication de signature. D'accord, c'est très clair. J'espère que c'est clair, parce que c'est pas, on a des algorithmes un peu complexes. J'essaie de simplifier, donc je m'en excuse si jamais il y a des informations qui manquent. Et si on est préménopausé, là c'est un peu plus simple, on va dire ce que j'ai dit, on essaie de pas trop enlever la chimiothérapie. Si on a des ganglions atteints, on est obligé de faire une chimiothérapie. Passé un moment, on se posait la question, il y a eu des études qui ont posé cette question, en fait, de savoir si on pouvait ou pas enlever la chimiothérapie. Aujourd'hui, la réponse est non, on ne veut pas faire perdre de chance aux patientes et donc on ne peut pas encore désescalader. Ça veut dire que ça ne sera jamais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, il faut être en préménopause, pas d'atteinte au niveau des ganglions. Et là, on est encore plus restrictif. Il faut que la tumeur soit d'un grade intermédiaire de prolifération, donc les fameux grades 2 avec un bénéfice de chimiothérapie toujours qui est supérieur à 2% à plus de 10 ans, et une taille tumorale qui commence à partir de 1,5 cm. D'accord. Donc oui, c'est encore plus réduit. Et globalement, on considère que même au-delà de 3 cm, c'est quand même risqué de ne pas faire la chimiothérapie. Donc chez les patientes préménopausées, on fait quand même beaucoup encore de chimiothérapie et donc on ne peut pas utiliser la signature pour diminuer les indications de traitement. On l'a compris, hein, les indications, elles dépendent des essais cliniques qui ont été conduits sur ces différentes populations pour être sûr qu'on ne fait pas perdre de chance. D'ailleurs, l'exclusion des femmes de plus de 70 ans est assez récente. Est-ce que ça veut dire qu'en fonction des essais cliniques qui vont continuer, j'imagine, sur ces signatures génomiques, ces populations éligibles vont être amenées à évoluer aussi? Exactement. C'est-à-dire on n'a pas dit les noms, mais il y a plusieurs signatures moléculaires auxquelles on a accès en France. Il y en a quatre. Il y en a deux qui sont ce qu'on appelle de première génération, c'est-à-dire les premières qui ont été développées, qui elles ont été développées dans le cadre d'essais cliniques randomisés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le plus haut niveau de preuve pour nous au niveau scientifique. C'est-à-dire qu'on a comparé à l'aveugle des patientes
qui ont eu à partir de la signature l'indication de chimio versus celles qui ne l'ont pas eu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est schématiquement ça. Et donc, comme c'est aléatoire la répartition, c'est le plus fiable, puisque finalement, ça n'est pas biaisé par l'œil du médecin, l'œil du patient, des desiderata autres. Et donc, quand ça répond que pour telle population de patients, on peut ne pas faire la chimiothérapie, c'est le plus haut niveau de preuve, on est sûr que c'est efficace. Donc ça, c'est les signatures Oncotype DX et MammaPrint. Avec la particularité qu'aujourd'hui, la seule signature validée pour les patientes préménopausées, c'est Oncotype DX, puisque c'est la seule qui inclut de manière prospective des patientes préménopausées, donc qui répond correctement à la question. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire les signatures dans les autres indications, mais on n'est pas dans la réglementation de l'HS. Alors, on peut tout faire en médecine, mais c'est pas bien. Et donc, il faut quand même suivre les, comme vous l'avez dit, les études, en fait. C'est très important, c'est-à-dire que le design de l'étude, la manière dont est construit l'essai, va permettre de répondre pour une population donnée. Si on sort du design de cette étude pour X raisons, eh bien, on va pas avoir la réponse et donc c'est pas optimal. Et puis après, il y a des études des molécules de deuxième génération, donc avec Procina, donc PAM50 et Endopredict, qui, elles, ont été validées non pas sur des études prospectives, c'est-à-dire on suit au long cours, mais sur des analyses rétrospectives. Alors, vous allez me dire pourquoi finalement on accepte ces molécules, pourquoi l'HAS l'accepte? Eh bien parce qu'il y a eu beaucoup de données, beaucoup de patients inclus, beaucoup d'analyses rétrospectives qui nous permet de proposer ces signatures, mais vous voyez qu'il y a un niveau de preuve qui est un peu différent et c'est l'objet de tous les débats qu'il peut y avoir, y compris pour les demandes de remboursement, y compris pour le choix dans les établissements de l'un ou l'autre. Ça rentre en ligne de compte. Et puis l'autre paramètre qui va les différencier, c'est, je vous ai dit, le nombre de gènes qui est analysé. Chaque signature n'analyse pas le même nombre de gènes. Ça va schématiquement entre 12 et 70 gènes analysés. Et puis, c'est pas fait au même endroit. Les premières signatures dont je vous parle, MammaPrint et Oncotype, sont faits à l'international. Donc, en fait, on ne les fait pas en France, même si on a les résultats rapidement. Alors que les deux autres signatures plus récentes peuvent être faites dans les établissements. Donc, il y a plein de paramètres, vous voyez, qui rentrent en ligne de compte sur ces signatures et qui expliquent un petit peu leurs différences et donc les essais différents. Alors, vous l'avez évoqué, il y a une problématique du coup d'accès, puisque vous disiez il y a quatre signatures, la HAS finalement n'a donné son aval que pour Oncotype DX, et puis on a des indications très restreintes. Alors du coup, est-ce que aujourd'hui en France, n'importe quelle femme peut bénéficier des signatures génomiques à partir du moment où elle rentre dans les critères qu'on a cités tout à l'heure? Ou est-ce que on a encore on est encore un peu inégal à ce niveau-là? Quelle est la problématique actuellement avec les signatures génomiques? Alors, la problématique, elle est un peu double, on va dire. Normalement, toutes les patients devraient pouvoir en bénéficier puisque l'État a prévu, dans le cadre d'une enveloppe de remboursement, le fait de prendre en compte le remboursement des signatures. Donc, le point important, c'est qu'aucune signature n'est à charge de la patiente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucune patiente ne peut payer son test en France, ça c'est hyper important, ce qui est différent dans d'autres pays où les patientes ont accès plus facilement, mais parce qu'elles payent l'intégralité. Là, aujourd'hui, en France, tout est pris en charge. Donc, on ne peut pas dire non plus, je viens avec mon argent et je paye ma signature, ça, c'est pas possible. Donc, il faut que ça rentre dans une enveloppe qui est fermée, c'est-à-dire on a un budget X par établissement qu'on ne peut pas dépasser. Ce qui veut dire que si l'établissement dépasse le nombre de tests qu'il demande, et bien, du coup, ça pose problème. Et c'est là où commence la première inéquité, c'est que finalement, des patientes peuvent ne pas se voir proposer le test du fait du remboursement des signatures. Alors comme ça paraît horrible. On se dit, bah, pourquoi on ne rembourse pas tout le monde? Parce qu'en fait, n'inclut pas que les signatures dans le cancer du sein. C'est-à-dire, si on a un établissement qui prenne en charge d'autres types de cancers, eh bien, que ce soit les patients qui ont un cancer du poumon, qui ont un cancer gynécologique, on est obligé de faire des signatures, eh bien, il faut faire rentrer dans cette enveloppe l'intégralité du remboursement. Donc, cette enveloppe, c'est ce qu'on appelle le RIHN. Donc, c'est pour référentiel des actes innovants hors nomenclature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est un peu barbare. C'est que ce qui paraît logique, c'est qu'avant de rembourser un test, il faut prouver que ce test est efficace parce que l'État, et donc au départ, quand ça a été créé pour les signatures, donc le RIHN, cette fameuse enveloppe a été créée en 2015. En 2016, on se dit, ben, les signatures, ça apporte quelque chose aux patientes. Donc, on va le faire rentrer dans ce fameux RIHN et ça devait être transitoire, ce qui paraît logique. C'est-à-dire, on attend d'avoir les données suffisantes, on évalue le dispositif et puis si c'est pertinent, on le rembourse de manière totale au niveau de la sécurité sociale. Si c'est pas pertinent, on l'enlève. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça, puisque bah, c'est toujours dans l'enveloppe RIHN, donc on est en 2025, donc plus de 9 ans après.
Mais le problème, c'est que cette enveloppe est, comme j'ai dit, fermée. Donc, en gros, les établissements font l'avance du coût de la signature et sont remboursés a posteriori. Donc, déjà, les établissements qui n'ont pas la possibilité de faire cette avance vont être pénalisés par rapport à ceux qui ont la possibilité de faire cette avance. En 2019, on a réévalué au niveau de l'HAS, est-ce que c'est toujours pertinent ou pas de faire des signatures? Et là, ils ont dit, bah oui, c'est pertinent, mais on vous rembourse toujours pas. Donc, ça reste toujours dans cette enveloppe. Mais la HAS commence à mettre des facteurs restrictifs d'indication de la signature. Donc, elle commence à préciser les indications. Mais pour l'instant, on considère qu'il n'y a toujours pas assez de données pour, selon la HAS, pour rembourser les signatures. Et puis arrive 2023, deuxième évaluation, enfin, no go pour le remboursement des signatures. Et ce qu'on attendait, puisque au départ, c'était que pour les patients qui n'avaient pas d'atteinte ganglionnaire, on commence à avoir les remboursements, enfin la possibilité de rembourser les signatures quand on a des atteintes ganglionnaires. Et donc là, les derniers buzz, parce que les associations de patientes et les médecins commencent voilà, à trouver que c'est compliqué par rapport au coût engendré par ces signatures. Euh, le coup de massue, on va dire, c'est que non seulement ça reste dans cette enveloppe fermée, mais en plus, à partir de 2025, on va dérembourser à raison de 20% par an le remboursement en fait, des signatures. Qui était déjà de 50% au départ, qui n'était pas dans son intégralité. Donc c'était Exactement. 50% et puis on va avoir un rabattement de 20%. Exactement. Donc déjà, c'est pas bien pris en charge. En plus, on rajoute des limites en fait pour l'accès. Donc, ça veut dire que ça devient encore plus inégalitaire. C'est-à-dire que c'est encore moins de patientes Mhm. pourront y avoir accès si on part juste d'un point de vue économique, ce qui est quand même assez dramatique, on va dire, mais ce qui est la réalité. Et donc, à la suite de ça, que ce soit les associations de patientes, la Ligue, il y a eu des tribunes, des médecins, etc. Ce qui est assez incroyable, c'est que tous les laboratoires qui font les signatures moléculaires se sont unis pour dire il faut absolument qu'on ait un remboursement en fait de la signature. Donc là, c'est toutes les discussions actuellement, c'est est-ce que finalement on pourra ou pas avoir un remboursement en fait de la signature. Donc ça, c'est le premier volet, on va dire, plus euh, juste pratico-pratique. Mais il y a une étude qui a été menée en France, c'est McCancer Concern, qui avait évalué en fait l'accès, en fait, enfin, quel est le ressenti en fait des patientes. Est-ce qu'on leur a parlé ou pas des signatures? Parce qu'en soi, on pourrait dire à la patiente, j'aimerais vous le faire, mais je peux pas. Et ben finalement, c'est pas évident que ça. En fait, finalement, il y a peu de patients qui se sentent informés sur les signatures. On va parler d'hormonothérapie, on va parler de la chimiothérapie, mais finalement, on va pas forcément parler de ces signatures génomiques pour avoir aussi l'avis des patientes sur ça. Et le troisième niveau d'inégalité, c'est que ben, on parle de la France, mais en fait, la France fait partie des derniers pays où on n'a pas de remboursement des signatures, puisque en Angleterre, qui est un des pays qui est quand même pas connu pour être les plus on va dire, coulant en termes de remboursement. Ils ont la possibilité de remboursement, donc on est un peu les derniers. Donc en fait, vous voyez, sur plusieurs niveaux, que ce soit européen, national et après local, il y a une inéquité d'accès à l'information. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette inéquité? Ben, ça veut dire que des patientes qui peut-être n'auraient pas d'indication de chimiothérapie peuvent se voir proposer une indication de chimiothérapie alors que finalement, ça ne serait pas forcément pertinente pour elles. Donc c'est bien pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui, c'est pour informer au maximum les patientes. Donc vous l'avez dit, hein, là il va y avoir une réévaluation des tests par la HAS. Est-ce qu'on a une idée de quand on aura la réponse de la HAS? On sait toujours que les évaluations peuvent durer un peu longtemps. Est-ce qu'il y a un calendrier? Alors, moi, en tout cas, je n'ai pas ce niveau d'information. On sait qu'il y a ce qu'on appelle le RIHN de nouvelle génération, la 2.0, qui va permettre de resoumettre en fait un dossier de candidature pour le remboursement des signatures. Par contre, ce qu'il faut savoir, je vous ai dit, il n'y a pas que les signatures dans le cancer du sein. Donc, en fait, il va y avoir énormément, je crois que c'est plus de 600 demandes, tout cancer confondu, qui va être demandé au niveau des remboursements au niveau de la HAS. Et on se doute bien qu'on ne va pas pouvoir traiter tous les dossiers. Donc, même si le dossier est déposé, sous quel délai, comment on va prioriser telle ou telle réponse, ça, c'est le premier point. Après, j'ai quand même l'impression, alors bon, le contexte politique fait aussi que ça va certainement aussi probablement beaucoup, beaucoup ralentir toutes ces problématiques-là. Mais voilà, on sait qu'il va y avoir, il y a la première phase du dépôt, après l'analyse du dépôt, dans quel ordre on va passer. Et puis ça ne prédit pas derrière quel sera le remboursement, parce que quelle est la problématique en France? C'est que ben, on en entend parler,
c'est qu'on n'a plus d'argent. Donc, à un moment, il va bien falloir faire des choix. On espère que ce ne sera pas au détriment des patientes. Il faut aussi mettre en balance combien coûte une signature par rapport à combien coûte une chimiothérapie. C'est en gros, on va dire, si on schématise, 1500, 2000 euros un test de signature, contre 60 000 euros, un peu plus pour les chimiothérapies, parce qu'il y a le coût du produit, mais il y a le coût de l'hôpital de jour, des transports, de la gestion des effets secondaires pour les patients, de toutes les complications en lien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans l'incompréhension par rapport à cette dichotomie. Alors qu'on doit faire des économies, est-ce que finalement on fait des vraies économies en ne remboursant pas les signatures? Donc c'est un peu tout ça que les associations de patients mettent en avant dans les discussions. Et puis après, la question sera aussi quelle signature? C'est peut-être aussi un point qu'il faut peut-être aussi se poser. Alors, moi, je n'ai pas la réponse et je ne suis pas du tout là pour prendre parti pour l'une ou l'autre, mais est-ce que c'est judicieux de rembourser toutes les signatures? Est-ce qu'il ne faut pas en choisir quelques-unes? Est-ce que ça peut être un levier? Et puis après, c'est quoi le coût de la signature à l'échelle de la sécurité sociale? C'est aussi des questionnements. Une des pistes qui avait été évoquée qui nous fait un petit peu peur, c'est que finalement, on déplacerait le remboursement de cette fameuse enveloppe vers les établissements. C'est-à-dire les établissements, ils ont ce qu'on appelle des GHS, donc des groupes homogènes de séjour. Donc en fait, en gros, c'est l'enveloppe dédiée à l'établissement. Et on transférait la responsabilité aux établissements, ce qui serait pire, puisque finalement, Ne alors que l'État rembourse directement en plus, si on bascule la responsabilité aux établissements de rembourser, on va se retrouver dans la même problématique et encore plus d'inéquité, sachant que ben, qu'on soit dans le privé, dans un privé à but non lucratif ou dans un établissement hospitalier, on n'a pas les mêmes enveloppes, c'est pas les mêmes méthodes de remboursement. Donc on a peur qu'il y ait enfin, pour répondre à notre problématique qui est légitime de remboursement, qu'on transfère les responsabilités à d'autres personnes et que ça recrée en fait une iniquité un peu différente. Donc, pour répondre clairement à la question, on a des espoirs pour l'année 2026, mais c'est encore très flou Ouais. parce qu'il y a plein de paramètres qui jouent et qui fait qu'on ne sait pas bien où on va. Mais on a l'impression quand même qu'il y a une certaine écoute. En fait, je pense que tout ce qui a été fait par les associations porte, enfin, quand même ses fruits, mine de rien, parce que, ben, mine de rien, on a toujours le remboursement, même si c'est pas parfait. Mhm. Finalement, au bout de 2 ans, on pourrait se dire qu'on n'est plus rien. Ben là, on est quand même remboursé, même s'il y a plein de choses à améliorer. Et on espère que ça va se transformer vers quelque chose de plus remboursé pour plus de patients qui y aient accès. Alors, je tiens à préciser hein, que vous parliez des associations de patients. Rosop, évidemment, en fait partie. On œuvre, vous le savez, pas forcément toujours, mais on œuvre en coulisses avec d'autres associations. On a des groupes de travail sur ces sujets-là parce que, comme l'a très bien dit le professeur Deluche, cette problématique n'est pas seulement liée aux signatures génomiques. Tous les tests qui permettent des tests génétiques qui permettent de savoir si on pourra bénéficier de telle ou telle thérapie ciblée, on est également dans la même problématique. Donc, on œuvre en coulisses pour que ça change. Alors, on a beaucoup de réactions du coup dans les commentaires. C'est vrai que ça inquiète un peu cette inégalité d'accès. Il y a Sylvie qui demande si, bah, ok, on peut pas en France payer de sa poche 2000 euros pour avoir accès à un test. Est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut en faire la demande dans un autre laboratoire comme on ferait dans un, j'allais comparer à comme si on faisait une analyse dans un laboratoire d'analyse plutôt que de le faire en France. Est-ce que on peut le faire en Europe, est-ce que si on obtient les résultats, est-ce pourront être analysés par les oncologues français? Puisque vous l'avez dit, il y a beaucoup de signatures différentes. Alors, les Ouais, analyses, quel que soit l'endroit où c'est fait, c'est la même chose, que vous les d'accord. fassiez en Allemagne, au Brésil, en Australie. La problématique, c'est d'avoir accès au bloc de sa tumeur. Donc ça, aujourd'hui, on ne peut pas sortir le bloc de sa tumeur et partir avec son petit bloc et l'amener ailleurs. Les seules personnes pour qui il y a eu cette problématique, j'y pense parce que tout récemment, j'ai eu le cas d'une patiente ukrainienne, en fait, Mhm. qui, elle, je ne sais pas comment est revenue avec son bloc de l'Ukraine pour qu'on analyse, mais ça, globalement, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que ça prend un peu en otage les gens parce qu'effectivement, on n'a pas la possibilité aujourd'hui, enfin, on est un peu coincé en fait. Finalement, on n'a pas de possibilité. Et je pense aussi que c'est pas la solution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux gens, c'est le principe de la sécurité sociale en France, c'est-à-dire l'accès équitable à tous au même moment. Si on commence à dire les patients doivent prendre en charge elles-mêmes leurs tests, c'est rentrer dans un cercle vicieux qu'il faut absolument pas avoir. Donc en fait, la problématique, je comprends tout à fait qu'individuellement, on se pose ces questions-là, mais c'est au niveau national qu'on doit répondre à cette problématique, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que pour tout le monde, quels que soient les moyens d'accès aux soins, on puisse avoir ce remboursement. Donc, ça répond peut-être pas à la question de Sylvie, qui peut-être voudrait payer ce test,
C'est vrai qu'en France, on repose sur un principe de solidarité nationale qui est l'assurance maladie. Mais c'est vrai que ça peut paraître aussi un peu, des fois, un peu frustrant de se dire, moi, je pourrais me permettre voilà, de le payer. Et pourquoi on m'empêche de le faire? Je comprends je comprends la question de Sylvie. Il y a Régine aussi qui dit, est-ce que ça veut dire qu'en fonction de là où on est suivi, ou est-ce qu'il faut choisir tel ou tel établissement ou telle structure? Vous parliez tout à l'heure d'hôpitaux privés versus, enfin, de cliniques privées versus hôpitaux publics, que c'est des modes de remboursement qui sont pas les mêmes. En gros, si je reformule la question de Régine, est-ce qu'on a plus de chances de nous proposer la signature génomique si on est suivi dans tel ou tel établissement? Alors, c'est pas si simple que ça. Effectivement, on sait qu'il y a des établissements qui vont plus ou moins proposer les signatures. Mais le parcours d'une patiente qui a un cancer du sein, ça ne se limite pas à la signature. Donc, en fait, vous pouvez avoir accès à tel, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, la mammographie dans tel établissement qui sera à la pointe, qu'aura pas l'autre. Mais celui qui aura la mammographie à la pointe aura peut-être pas la signature, terme de reconstruction, etc. Donc, en fait, ce qui est très compliqué dans le parcours d'une patiente qui a un cancer du sein, je pense, c'est cette impression, en fait, que si on n'est pas au courant, finalement, on peut être pas mal pris en charge, en tout cas pas être assez informé des différentes options. Moi, je pense que la première question, c'est déjà de poser la question à son oncologue. Bon. Est-ce que j'ai une indication? Parce que là, le médecin, il pourra vous expliquer. Peut-être que vous ne l'avez pas eu parce que vous n'êtes pas dans les critères de l'avoir. Donc parfois, on peut avoir l'impression qu'on nous a spolié une information, mais peut-être parce que je ne rentre pas dans ces critères. Après, in fine, si je rentre dans les critères et que j'y ai pas accès, très honnêtement, je ne sais pas si un oncologue oserait dire à une patiente non, je ne vous le fais pas parce que j'ai pas les moyens. Peut-être que ça peut être un levier pour l'avoir. Donc je pense que par la discussion, ça peut se négocier, ça peut se discuter sur des établissements qui le font peut-être moins. Je pense que le premier levier, ça serait déjà ça. Avant de se dire je vais dans un autre établissement, c'est discuter avec votre oncologue, pourquoi j'ai une indication ou pas, qu'est-ce qui fait que je ne l'ai pas. Et s'il vous dit bah oui, j'ai une indication, mais je ne peux pas, bah, voir à ce moment-là, est-ce qu'un autre établissement peut le faire? Vous Mhm. voyez? On Ça peut peut arriver. transférer son dossier. Exactement, on transfère les blocs à un autre établissement qui, lui, est en capacité de le prendre en charge. Je ne vois pas un médecin en France qui dirait non, je ne veux pas transférer votre donnée ou non, je ne veux pas l'analyser. Alors, bien sûr, on ne peut pas le faire ça à l'échelle de toutes les patientes tout le temps, mais si c'est quelque chose qui angoisse la personne, je pense qu'il faut arriver à un niveau d'information. Et l'autre chose hyper importante, c'est qu'il ne faut pas multiplier les signatures. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire je vais faire les 4 signatures. Comme ça, j'ai bien trouvé celle qui va me dire que j'ai pas une indication de chimiothérapie. Ça, c'est le pire, parce qu'on ne peut pas comparer les signatures entre elles. Donc, nous, on a eu quelques patientes qui ont fait ça, qui sont ont changé d'établissement, justement. Et en fait, on se retrouvait avec des tests qui donnaient des résultats différents. Et là, c'est pire parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, il faut faire confiance à ces médecins. Il faut faire confiance aussi à leur niveau d'expertise. On a la chance en France globalement, dans le territoire, la prise en charge est de qualité. D'accord? Et c'est très important de se le dire. Quel que soit l'endroit où on est pris en charge, il y a des réseaux, il y a des RCP, il y a des recommandations qui sont très fortes. Euh, les oncologues ne se retrouvent pas démunis face à des choix, en fait. Ils ont des informations. Après, l'équité d'accès est un peu différente. Mais on n'est pas comme dans certains pays où on n'a pas accès à tout, où on pourrait avoir un niveau de soins qui n'est pas optimal. Et puis, alors, vous faites bien de le rappeler, hein, tout le monde, de toute façon, ne bénéficiera pas des signatures génomiques. Donc, vous avez raison, la première démarche, c'est d'en parler à son oncologue. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur le fait que c'est en discutant qu'on comprendra pourquoi on nous en a pas parlé, pourquoi on ne nous l'a pas proposé. Et il y aura peut-être une solution à trouver. En transférant le dossier. Mais bon, après, hein, j'imagine que aussi ça va créer aussi une charge supplémentaire sur les établissements qui le proposent jusqu'à présent. Il y a Christine qui pose une question justement sur les différences entre États-Unis et France. Donc aux États-Unis, on paye souvent son traitement, on n'est pas couvert. Et donc vous disiez que la signature Oncotype coûte environ 2 000 euros. Apparemment, aux États-Unis, ça coûterait beaucoup plus cher, mais c'est parce qu'on est dans cette problématique-là de... Exactement. En fait, la problématique des États-Unis, qui est un peu le modèle un peu caricatural, c'est-à-dire que vous avez accès à tout, mais parce que vous payez tout. Et parce qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'équivalent de la sécurité sociale chez nous. Donc, en fait, ce qu'on oublie, c'est que ben, tout le monde cotise en fait, pour la sécurité sociale, ce qui permet aussi d'avoir des tarifs adaptés. Aux États-Unis, vous prenez tout en charge tout seul, en fait. C'est-à-dire vous payez l'intégralité des coûts est différent.
Et du coup, alors on le reproche à la France, mais finalement, les autorités de régulation permettent aussi de diminuer le coût en fait des molécules qu'on a accès. Quand il n'y a pas de régulation, bah, le prix, il est le prix qu'on fixe. Donc, je dis n'importe quoi. Si on décide que c'est 10 000 euros, bah, ceux qui payent 10 000 euros, bah, très bien. Ceux qui ne peuvent pas, ils ne l'auront pas. Donc, c'est pour ça en fait qu'il y a autant de restrictions pour l'accès aux médicaments, aux signatures. C'est qu'il faut payer le juste prix par rapport au traitement d'intérêt. Mais l'inconvénient, bah, c'est que ça prend du temps, beaucoup de temps. C'est ça. Alors, on a quelques commentaires, mais c'est pas vraiment des questions. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour des questions. De toute façon, ces critères d'éligibilité qu'on a vus, hein, qui sont un petit peu compliqués, on vous les remettra clairement dans un article qu'on publiera sur notre site internet. On suit également de près cette problématique d'évaluation par la HAS et de possibles remboursements par les sécurités sociales. Donc là encore, on vous tiendra au courant. Est-ce que vous voulez dire un mot supplémentaire pour résumer un peu et peut-être aussi rassurer les femmes sur cette problématique d'accès aux signatures? Est-ce qu'on peut rassurer sur le fait qu'il n'y a pas de perte de chance notoire si on n'a pas accès à ces signatures? Voilà, il y a plusieurs niveaux. Donc, un, je pense que les patientes sachent que tout le monde est pleinement investi pour cette problématique. C'est-à-dire, on ne les laisse pas à l'abandon en disant voilà ce qui se passe. Donc, ça, c'est un travail de fond, effectivement. Et je pense que c'est important de dire voilà, vraiment le rôle des associations qui œuvrent, en fait, parce que c'est ça qui va faire le déclic. Donc, tout le monde est mobilisé pour ça, tout le monde en a conscience, y compris les laboratoires pharmaceutiques, y compris l'État qui sait qu'il faut régler cette problématique-là. Donc, ça, c'est le niveau, on va dire, un peu macro pour tout le monde. Deuxièmement, vraiment le point le plus important, parce que parfois on a des questions sur des patientes qui ont l'impression vraiment qu'elles n'ont pas eu la signature, mais il faut déjà être sûr qu'on a vraiment l'indication de la signature. Et comme vous l'avez compris, les critères, c'est pas si large que ça, les indications. Une fois après, quand on a l'indication, comme je vous ai dit, euh, la chimiothérapie, c'est pas toujours la solution à tout, dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, parfois, on peut avoir des indications de chimiothérapie, et ça se discute en fait. Donc, in fine, comme je dis, le troisième niveau, c'est aussi la discussion avec les patientes, parce que parfois, moi, je fais la signature et j'ai pas d'indication de chimiothérapie, mais une patiente est tellement paniquée qu'elle voudra faire une chimiothérapie. Et à l'inverse, moi, je peux dire pour faire une chimiothérapie, une patiente ne voudra pas. Donc, la signature, c'est un élément parmi d'autres pour nous aider à prendre la meilleure décision. Parce que parfois, l'oncologue, il se dit, tous les voyants sont ouverts et c'est sûr qu'on fera la chimiothérapie. Et puis, finalement, il y a d'autres paramètres qui font qu'on ne fera pas la chimiothérapie. Donc, je pense que le troisième niveau, c'est vraiment de discuter avec ses oncologues. Si par contre on en arrive à un stade où on ne peut pas discuter avec son oncologue, là je pense qu'il faut demander un deuxième avis. Il faut trouver quelqu'un avec qui on puisse discuter parce que c'est trop important de ne pas avoir ce niveau d'information. Et après, je pense sincèrement que, il y a quand même des moyens d'avoir accès, si on est dans les critères, etc., on peut quand même avoir accès à des signatures via des deuxièmes avis, via des autres prises en charge. Et puis, je pense que les associations sont aussi là pour répondre à ces problématiques. C'est pas le but des webinaires, mais je pense que via les groupes de forums, de discussion, etc., je pense qu'il ne faut pas se sentir seul en disant bah, personne ne répond à ma problématique, je ne sais pas quoi faire. Il faut arriver à en parler, à en discuter pour au moins que les idées soient bien claires et qu'on ne se sente pas voilà, laissé seul face à ces problématiques-là. Donc, c'est pas toujours une perte de chance que de ne pas avoir la signature. Il faut évaluer vraiment si on est dans les bons critères en fait, pour l'avoir. Alors l'autre chose aussi, peut-être que je voulais préciser, c'est que les signatures génomiques ne donnent d'indication que pour la chimiothérapie. Par contre, dans les cancers hormonodépendants, on a aussi l'hormonothérapie. Là, les signatures génomiques ne donnent pas d'informations sur le fait qu'on prescrive ou pas de l'hormonothérapie. Exactement, puisqu'on a d'autres paramètres qui rentrent en compte, notamment le niveau d'expression des hormones, qui est quand même le marqueur le plus puissant pour décider ou pas de l'indication d'hormonothérapie. Même si les signatures, quand on regarde, essayent de donner un peu d'informations sur si c'est intéressant ou pas de poursuivre l'hormonothérapie, aujourd'hui, vraiment, elles n'ont pas été designées pour ça. Encore une fois, c'est des éléments parmi d'autres, c'est-à-dire que je pense que la réflexion est différente pour les patientes. Si on a un risque élevé de récidive de la maladie, forcément, dans notre inconscient, ça va jouer sur nos indications d'hormonothérapie, mais en soi, ça ne devrait pas l'être. Mais c'est un élément parmi d'autres. Moi, si une patiente, clairement, a une indication de chimiothérapie, mais l'a pas fait, ben forcément, même si c'est pas lié,
dans notre tête va rester cette notion de il faut absolument prendre l'hormonothérapie. En gros, c'est comme si on a ceinture et bretelle, qu'on ne prend pas les ceintures, on se dit il faut au moins la bretelle. Donc voilà, c'est un peu les discussions qu'on a avec nos patientes. Mais voilà, les signatures parfois sont un peu dévoyées. On leur fait dire un peu ce qu'on veut, parce que c'est facile de prendre un chiffre, de l'extraire et de dire, ben voilà, il faut faire ça, ça, ça. Il faut vraiment revenir au fondement de comment a été développée la signature, pour quel type de patiente et quelle réponse. Peut-être qu'un jour, les signatures répondront à d'autres questions. Est-ce qu'on peut se passer de la chimiothérapie, faire de l'hormonothérapie? Est-ce que s'il faut faire plutôt 10 ans, plutôt 5 ans, plutôt 2 ans? Il y a des études aussi où on se sert des signatures pour désescalader l'hormonothérapie, mais il faut des études prospectives et on ne peut pas faire tout dire aux études rétrospectives. On aimerait bien, mais c'est pas possible. Je vais juste prendre la question de Régine encore pour terminer, pour bien faire la distinction. On en a parlé au début, mais on va quand même y revenir. Donc là, on est sur des signatures génomiques qui étudient un certain nombre de gènes qui finalement reflètent, si je me trompe pas, l'agressivité de la tumeur, voire un peu comment elle va se mettre à proliférer, d'où l'indication ou pas de la chimiothérapie. Régine pose la question si ce type de signature donne des informations pour des traitements ciblés comme l'abémaciclib. Donc là, Alors, on c'est une est sur d'autres types de Parce tests. que se poser la question, mais aujourd'hui, on n'a pas d'études qui répondent avec un nombre suffisamment de... Alors, déjà, pour la bémaciclib, l'étude ne répondait pas du tout à la question. D'accord. Se pose la question pour d'autres molécules, mais aujourd'hui, l'étude ne peut pas répondre à cette question. En fait, il n'y a pas assez de patientes qui permettront de répondre à cette question de est-ce qu'il faut ou pas prescrire de la bémaciclib. Et aujourd'hui, on ne sait pas très bien encore. Alors, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir les données de survie globale pour cette molécule qui nous incite, enfin, qui est hyper encourageant. Mhm. Mais on doit encore une fois rester dans le design de l'étude et on revient à des critères assez basiques. Ouais, Le nid d'atteinte de ganglions, les grades, la taille de la tumeur. Donc finalement, les signatures font mieux, mais il y a quand même un socle assez commun qui reste. Il faut rester assez pragmatique sur ouais, ça. Et voilà, encore une fois, pas extrapoler. On a toujours envie de le faire, ce que les études ont posé comme question. ouais. Mais comme on l'a dit encore une fois au début, il y a des essais cliniques régulièrement. Peut-être il y en a qui vont répondre à ces questions-là, ou peut-être que cette question-là sera répondue par d'autres types de tests plus spécifiques liés à la cible de la BMACIB-CLIB. Donc voilà, encore une fois, on suit aussi pour vous les essais cliniques. On sera présent à Berlin pour le congrès européen de l'ESMO. Donc, on vous fera un retour sur les nouveaux traitements et les nouveaux tests probablement aussi qui permettent de déterminer quel est le traitement le plus adapté pour vous parce que on tend de plus en plus vers ça, vers une médecine de plus en plus personnalisée, adaptée. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Vous avez fait... Pardon? Dis-moi, je ne les vois pas, donc je vous fais totalement confiance. Oui, là, c'était plus des réflexions. Il y a Sylvie qui, par exemple, disait que on lui a proposé, si je me trompe pas, voilà, c'était plus après des commentaires sur l'accessibilité des tests. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant de clôturer ce webinaire? Vous avez déjà fait une bonne synthèse, mais Alors après, je pense que c'est important de remercier toutes les patientes enfin, qui sont rentrées dans ces études cliniques et qui nous permettent de répondre à ces questions. Parce qu'in fine, pourquoi on arrive aux signatures? C'est parce que des patientes ont accepté de jouer le jeu, de le faire pour elles, mais aussi pour les autres, et qu'on a toutes ces réponses. Donc, je ne peux que plaider pour, si on se pose des questions, il faut accepter les essais cliniques. On en propose effectivement beaucoup. Alors, voilà, je ne suis pas patiente et je sais que ça peut être compliqué de rentrer dans des essais cliniques, mais voilà, remercier toutes ces patientes qui ont fait don à la science de leur temps, de leur santé pour répondre à ces problématiques. Et c'est grâce à elles qu'on a ces signatures qui permettent d'aider d'autres patientes. Et on remercie celles qui sont encore en cours d'études, qui répondront aussi à d'autres problématiques. Donc ça n'a, enfin, ça n'a d'existence que grâce à tous ces essais en fait qui sont montés et c'est très important. c'est vrai, c'est important de le préciser. Et donc, n'hésitez pas aussi à en parler à votre oncologue pour savoir si vous êtes éligible pour un essai clinique. Je vous invite aussi à lire un article qu'on a mis en ligne sur notre site internet parce qu'il y a de plus en plus d'applications maintenant qui sont même accessibles aux patients pour vous rentrer vos critères, les critères de votre tumeur, vos critères personnels. Et voilà, il y a une recherche qui est faite sur des bases de données pour voir s'il y a un essai clinique qui pourrait vous correspondre. Donc ça, c'est
c'est une vraie chance, même si, encore une fois, les essais cliniques sont randomisés, donc vous n'êtes pas sûr d'avoir la molécule innovante. Et puis, de toute façon, avant d'avoir les résultats, c'est pas parce que c'est innovant que ça fera mieux que le traitement de référence. Mais en tout cas, voilà, vous avez cette possibilité-là. Donc, n'hésitez pas aussi à en parler à votre oncologue. Encore une fois, tous les webinaires que nous vous proposons gratuits et ouverts à tous sont là pour vous donner le maximum d'informations pour que vous soyez en capacité d'en discuter avec votre oncologue. Mais encore une fois, comme le disait le professeur Deluche, ils sont normalement très au fait de ces sujets et ils ne sont pas seuls à décider de votre traitement. Donc voilà, on peut leur faire confiance, mais encore une fois, voilà, on est là aussi pour vous informer. Merci encore, professeur Deluche, pour vos explications qui étaient extrêmement claires. Je le vois au nombre des questions qui finalement étaient assez limitées. Je pense que du coup, c'était très clair. Encore une fois, le replay du webinaire sera sur notre chaîne YouTube dans les jours à venir et n'hésitez pas aussi à consulter notre site internet. On a déjà écrit des articles sur les signatures génomiques et on fera une sorte de... Vous connaissez notre rubrique Kesako, je pense, sur le magazine qu'on fera une synthèse sur ce que sont ces signatures génomiques, quelles sont les populations éligibles, tout ce qu'on a vu là avec le professeur Deluche, mais de façon un peu plus synthétisée. Et puis comme ça, vous pouvez imprimer l'article et venir en consultation avec votre oncologue avec, que ça peut être une bonne base de discussion. Merci encore, professeur Deluche. Merci à vous de l'invitation en tout cas.